On va passer à la partie dépistage. Je suis désolée, les questions qui restent, on y répondra à l'écrit. Je laisse donc la parole au docteur Fender pour la suite. Parfait. Donc, je suis Muriel Fender, donc je suis le médecin référent pour le dépistage organisé du cancer du col dans le CRCDC. Et donc, je vais vous présenter ce dépistage. Ça va là, je crois. Hein, oui. Voilà. Donc, je me disais, c'est pour ça que j'étais un petit peu étonnée. Donc, on verra par rapport à ce cancer du col et son dépistage, pourquoi il faut dépister, pourquoi le dépistage doit être organisé et ensuite comment on s'y prend. Alors d'abord, pourquoi le dépistage? Parce que le cancer du col, c'est un cancer qui est viro-induit et évitable. Donc, on a parlé beaucoup de la vaccination, donc je ne reviendrai pas. C'est vrai que la vaccination, l'avantage, c'est qu'elle évite, lorsqu'il y a rapport sexuel, d'avoir une vraie infection à haut risque. Mais le dépistage, lui, il intervient plus tard. Et en fait, la maladie, c'est une maladie qui se développe lentement et qui dépend bien sûr des HPV, et Madame Clavel vous a dit lesquels étaient les plus souvent là et qui restaient le plus souvent présents, mais il y a aussi l'immunité de l'hôte, et ça c'est quelque chose qu'on malheureusement on ne peut pas mesurer comme ça, et ça fait que c'est pour ça que je dis toujours aux gens qu'il va falloir faire du dépistage pour tout le monde, puisqu'on ne sait pas celles qui vont éliminer au bout de celles qui sont dans les 80-90 qui vont l'éliminer au bout d'un an, mais il y en a toujours quelques-unes qui vont avoir cette persistance. Et là, ça, on ne peut pas savoir puisqu'on ne connaît pas l'immunité. Bien sûr, il y a des facteurs comportementaux qui entrent en ligne de compte aussi. Alors, c'est entre autres le tabagisme qui va agir un peu en plus par rapport à l'activité sexuelle, puisque effectivement, si on a une activité sexuelle avec plusieurs partenaires et qui commence jeune, c'est-à-dire avant 17 ans, on augmente forcément un peu le risque de rencontrer le virus. Mais le tabac, alors, à risque sexuel égal, il multiplie par 2 le risque général d'avoir une lésion précancéreuse ou un cancer. Donc, le dépistage, il va se situer à ce niveau-là. Il va essayer d'éviter que la lésion cervicale précancéreuse qu'on aura diagnostiquée grâce au dépistage, puisqu'on va d'abord trouver des anomalies puis faire un bilan diagnostique, on aille vers le cancer invasif. Bon, la prévention tertiaire, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, on n'en parlera pas, c'est pour éviter que les choses s'aggravent. C'est un réel problème de santé publique, le cancer du col de l'utérus, même si on n'a pas beaucoup de cancers, parce que c'est un cancer qui touche des femmes jeunes, donc c'est la deuxième cause de mortalité par cancer avant 45 ans. Le premier pic, avant le plateau, disons, c'est 35 ans, et on a effectivement beaucoup des cancers qui deviennent importants en nombre à partir de 35 ans. C'est un cancer qui est grave au stade avancé et qui actuellement a une survie qui baisse. Peut-être parce qu'on a moins de cancers invasifs trouvés tôt, parce qu'on a dépisté des cellules, des lésions précancéreuses, mais certainement pas que. Et que quand on a un vrai cancer, les traitements sont lourds, puisqu'il faut souvent associer à la chirurgie, de la radiothérapie et de la curithérapie, voire de la chimiothérapie. Une autre raison pour faire le dépistage, c'est parce que si on étudie les circonstances de survenue d'un cancer invasif, et ça c'est une étude qu'on avait faite il y a quelques années, on se rend compte que le facteur majeur, c'est l'absence de dépistage ou un dépistage trop irrégulier, qui ne respecte pas les délais qui sont recommandés. Ensuite, à l'époque, on avait plus de prise en charge inadéquate, c'est-à-dire qu'en fait, on avait
une anomalie au frottis, la femme n'était peut-être pas revenue ou elle a mis du temps à revenir, on a un peu traîné et disons on a eu un cancer invasif au lieu d'être au niveau d'une lésion précancéreuse. Et puis 10%, on avait une mauvaise performance du dépistage. Alors ces trois ordres ne sont pas toujours les mêmes selon les études. Mais le premier, c'est toujours l'absence de dépistage. Après, entre le cancer d'intervalle avec un faux négatif et le cancer lié à un problème de prise en charge, ça dépend un petit peu des moments et puis effectivement de l'importance du taux de dépistage. Pourquoi le dépistage du cancer du col encore? On le sait, on ne peut pas proposer un dépistage si on n'a pas de test correct. Ce n'est pas la peine de faire un dépistage, même si on sait que la maladie est grave, si on ne sait pas comment reconnaître les lésions à un stade très peu avancé ou carrément pour le col à un stade précancéreux, ce n'est pas la peine. Et c'est pareil, si on n'a pas de traitement correct après, une fois qu'on a trouvé les choses, ça n'a pas de sens non plus. Alors, pour le cancer du col, on a 2 tests dont on a évalué les performances, qui sont faciles à appliquer, puisque ça se fait, c'est bien accepté par les femmes, et ça se fait sur le même prélèvement cervico-utérin en milieu liquide, et donc on peut le proposer facilement. Et on a des traitements aussi, les traitements des lésions précancéreuses qui sont efficaces et qui permettent de préserver la vie sexuelle, la fertilité, même si après une colonisation, on peut avoir quelques problèmes. Il ne faudra pas non plus coniser pour une lésion qui n'est pas une vraie lésion précancéreuse. Mais disons que c'est quand même bien différent d'un traitement lourd de cancer invasif avancé. On a des recommandations qui sont parues d'abord en 2016 pour les cytologies anormales et récemment, en même temps que la promotion d'un nouveau test et la recommandation de l'HPV, il y a la conduite à tenir qui est parue en même temps, comment suivre les femmes une fois qu'on a un test HPV positif. De toute façon, le diagnostic repose sur la colposcopie et une éventuelle biopsie. Et donc ça, c'est M. Méreille qui vous en parlera. Mais donc, on a aussi une charte qui permet de proposer à l'ensemble de la population un système de dépistage. Alors, pourquoi on l'organise? Parce que pour l'instant, même si on connaît la cytologie de dépistage depuis plus de 40, voire 50 ans, on a toujours 3000 nouveaux cas de cancer et à peu près 1000 décès, parce que je vous disais, ce n'est pas un cancer, une fois qu'il est invasif, facile à traiter, alors qu'on pourrait les éviter, puisque maintenant on a et le dépistage et la vaccination, mais la vaccination, les femmes n'ont pas encore toutes pu en bénéficier. Il y a à peu près 40% des femmes qui ne font pas le dépistage ou qui n'en ont pas bénéficié. Donc, l'organisation doit permettre d'être plus équitable, c'est-à-dire de proposer des solutions pour que les inégalités de santé soient mieux résolues, et en particulier avec une prise en charge à 100%. Les frottis anormaux, il y en a qui sont pas bien suivis ou trop suivis et surtout trop traités. Et donc, il faut aussi avoir une qualité de la prise en charge qui est bonne. Et on s'est rendu compte quand on a fait des études au moment de l'HAS, l'HAS a fait des études en se basant sur les données qui étaient en Alsace, que cette partie suivie des résultats anormaux, pour éviter surtout les perdus de vue, permettait de gagner la moitié de la mortalité qu'on peut gagner avec le dépistage. Et puis, on a vu qu'effectivement, on diminuait de 20% la mortalité sur les expérimentations de dépistage organisé, le but étant de diminuer de 30% puisque maintenant on est au niveau national et que tout le monde peut s'investir dedans. Voilà. Je vous disais, il y a des inégalités. Si on regarde comment se répartissent les cytologies, puisque c'était c'est une étude qui date de 2007 et qui a été publiée par l'HAS, on voit que sur les femmes de 25 à 65 ans,
la grosse majorité, enfin, c'est-à-dire plus de 50%, disent n'avoir pas réalisé de dépistage dans les 3 ans. Ensuite, il y en a plus de 40% qui en réalisent tous les 2 ans ou moins encore plus fréquemment, c'est-à-dire un plus court délai. Et il n'y a que actuellement 8% qui suivent les recommandations. Donc c'est aussi pour nous un des défis, c'est d'arriver à bien répartir ces tests de dépistage pour les donner à tout le monde et au bon rythme. La situation épidémiologique, elle est aussi différente. Si vous avez ici l'incidence du cancer du col en France, donc ici la région Grand Est, vous voyez que même à l'intérieur de la région Grand Est, on n'a pas les mêmes choses. Donc en Alsace, on a un taux d'incidence qui est plus faible. Pourquoi? Parce que ça fait déjà 25 ans qu'on fait du dépistage et que donc on a réussi à diminuer un peu cette incidence. Mais vous voyez aussi même, tout n'est pas lié à un programme de dépistage. Vous avez des choses qui sont liées à la précarité, à l'âge de la population cible. Il y a beaucoup de choses qui peuvent intervenir et donc c'est des choses qu'on va étudier plus. Ici, la mortalité, en Alsace, vous voyez, on n'a pas encore tout gagné puisque là, on n'est pas aussi bon que, par exemple, les Ardennes. Alors, le dépistage du cancer du col, il s'adresse donc à toutes les femmes de 25 à 65 ans qui ont déjà eu des rapports, y compris les vaccinés, on en a entendu parler avant. Alors, effectivement, on va certainement aller, quand on aura une bonne couverture vaccinale, peut-être chez les vaccinés, à espacer les tests. Mais pour l'instant, en France, on n'en est pas là, on n'est pas bon pour la couverture vaccinale et on n'a pas encore des stratégies bien définies. Les femmes enceintes, c'est vraiment un moment important pour proposer la vaccination aux femmes qui ne sont pas suivies. Bien sûr, c'est seulement à celles-là qu'on le proposera parce que ce n'est pas le meilleur moment pour faire un dépistage, mais c'est souvent le seul moment où la femme va avoir une rencontre avec quelqu'un qui lui fait des examens gynécologiques réguliers. Donc, peut-être que c'est là qu'on peut lui proposer. C'est maintenant proposé dans le carnet de maternité. Les femmes qui ont des sexualités différentes, les homosexuels et les transsexuels sont aussi à risque tant qu'elles ont des utérus, mais elles ne viennent pas forcément, donc on peut leur proposer, si on connaît, de faire ce dépistage. Alors les exclusions, c'est définitif, c'est juste les hystérectomies totales. Quand on n'a plus de col, on ne fait plus de dépistage. Par contre, si l'hystérectomie a été faite pour une lésion précancéreuse ou a trouvé une lésion précancéreuse, on fait du suivi, mais ce n'est pas dans le cadre du programme de dépistage. Les handicaps sévères, c'est vrai que les femmes qui sont vraiment dans des masses et qui ne sortent pas de leur lit et qui n'ont pas de rapport sexuel, ce n'est pas la peine de leur proposer ce dépistage. Mais bien sûr, beaucoup de femmes qui sont en situation de handicap méritent d'avoir un dépistage et il faudra trouver des solutions pour pouvoir leur faire. Il y a des exclusions temporaires, par exemple une maladie intercurrente. On a eu les femmes qui ne veulent pas faire des dépistages actuellement parce qu'elles ne veulent pas aller à l'hôpital parce qu'elles ont peur du Covid. On essaye quand même maintenant pour ça, puisque ça dure assez longtemps, de leur dire qu'il faudrait quand même qu'elles y pensent peut-être. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où si la femme vient de perdre son mari, un épisode de deuil, il y a des moments où ce n'est pas le moment, quoi. Donc on peut effectivement retarder le prélèvement. Et puis alors bien sûr, des prélèvements impossibles ou injustifiés. Quand on fait des invitations aux femmes jeunes, on a toujours un peu des réponses de femmes. Il y a toujours des femmes qui n'ont pas encore eu de rapport. On tape un peu là où ça fait mal et donc c'est pas toujours facile, mais on leur dit que bon, quand elles commenceront à avoir des rapports, il faudra qu'elles en parlent lors d'une prochaine consultation et bien sûr pas téléphoner tout de suite le premier jour pour dire qu'elles ont eu des rapports.
Voilà, donc, et c'est vrai qu'il y a d'autres femmes à qui on ne peut pas difficilement faire des frottis. Peut-être que ça vaut la peine, si c'est pour un problème de vaginisme important, de les envoyer à un spécialiste qui pourra quand même faire ce test de dépistage. Alors comment, donc on va faire les tests, on verra les tests et les recommandations, et puis comment on a réussi à faire une organisation. Alors les tests, donc, dans la grande majorité des cas, ils sont faits sur un prélèvement cervico-utérin réalisé par un médecin ou une sage-femme, puisque c'est un acte médical, en milieu liquide, et qui est agréé pour la recherche de nucléotides viraux. Donc, ce qui permet de faire, pour un test de cytologie, un triage, si par exemple on a un ascus ou une atypie glandulaire d'origine indéterminée, et sur le test HPV, surtout, de faire le triage par la cytologie. Donc, c'est bien de le faire. Et donc, c'est le même test. D'un côté, on ira voir au microscope et c'est la cytologie. De l'autre, on mettra dans un automate avec une trousse compatible pour la recherche d'HPV. Donc, les trousses, elles sont sur une liste qui est parue sur le site du Centre national de référence des HPV avec les différents milieux qui sont validés pour les trousses. Et ça, les laboratoires peuvent y avoir accès très facilement. Alors, je sais qu'il y avait une question sur l'autoprélèvement. Actuellement, c'est une modalité qui est alternative, qui est proposée dans le cahier des charges pour les femmes qui ne se feraient pas dépister. Seulement l'autoprélèvement vaginal, pas l'urinaire, même si il y a pas mal d'études là-dessus, mais ce n'est pas encore validé. Mais l'INCa va publier un référentiel pour dire dans quelles conditions on peut utiliser cet autoprélèvement, et, avec quel dispositif, avec quelle trousse et pour qui. Et c'est seulement après qu'il y aura un remboursement par l'assurance maladie. Donc pour l'instant, l'autoprélèvement, ce n'est pas, disons, en dépistage individuel. Alors, les recommandations françaises qui sont parues récemment, donc pour les jeunes femmes de 25 à 29 ans, on fait un dépistage cytologique. Pourquoi on ne fait pas un test HPV? Parce que le test HPV, il a beaucoup d'avantages, il est beaucoup plus sensible, mais il détecte il est sensible et donc du coup, il fait aussi des faux positifs. Or, chez les jeunes femmes, elles sont très proches disons, du moment des rapports contaminants, elles ont peut-être encore une sexualité plus active et donc si on faisait tout de suite un test HPV, on aurait trop de positifs, on serait à 15-20%, même si après on fait un triage, on ne peut pas penser à ça. Et donc chez elles, on peut encore faire, disons, de la cytologie. On va faire 2 examens cytologiques à 1 an d'intervalle et puis un nouveau dépistage. Donc si les 2 premiers étaient normaux. Alors le nouveau, ça dépend de l'âge. Si on est en dessous de 29 ans, on fait encore une troisième cytologie. Sinon, on passe tout de suite au test HPV qui, lui, va être utilisé entre 30 et 65 ans. Et donc, lui, il sera fait donc après 3 ans après la dernière cytologie, donc on fait pas, on n'attend pas 5 ans et on n'attend pas non plus, on ne le fait pas tout de suite dès l'âge de 30 ans si on vient de faire une cytologie à 29 ans. Et puis après, si jamais il n'y a pas eu d'examen cytologique avant, à partir de 30 ans, on commence avec le test HPV qu'on fera tous les 5 ans s'il est négatif. Et s'il est positif, on fera toujours un triage. Alors, les 2 bornes 25-65 ans, je sais que ça pose un peu parfois des problèmes. Donc, 25 ans, c'est bien sûr, on a déjà de l'HPV et des rapports avant, mais si on faisait des traitements sur les lésions qu'on observe, on en ferait beaucoup trop. C'est un âge où les lésions même de CIN3 qu'on pourrait trouver régressent bien encore et donc c'est pas important de commencer avant. Par contre, si on commence très tôt, d'abord, on va angoisser des femmes, on va trouver beaucoup de CIN1, c'est-à-dire des lésions qui ne sont pas très importantes, et parfois les traiter, donc c'est des femmes qui n'ont souvent pas encore eu leur première grossesse.
Donc après, on s'arrête à 65 ans si on a une immunité qui est bonne, c'est-à-dire qu'on a eu tout le temps des tests HPV qui étaient toujours normaux. Si la femme n'a pas fait un dépistage régulier et qu'on l'invite, par exemple, nous, entre 60 et 65 ans, on fera 2 tests avant d'arrêter la surveillance. Et pareil, si quelqu'un avait des lésions, elle est sortie du dépistage et là, elle sera suivie au rythme que préconise son gynécologue. Alors, les acteurs clés donc, de ce programme, ben, ce sont les gens qui vont pouvoir prescrire et prélever les prélèvements cervico-utérins et les tests de dépistage. Bien sûr les gynécologues, mais actuellement, certaines femmes rencontrent des difficultés à en voir, et puis ce n'est pas non plus forcément nécessaire pour le dépistage pur. Donc, je crois qu'il y a des médecins généralistes qui font des frottis, ou qui peuvent envoyer chez quelqu'un, et puis les sages-femmes, comme vous le disiez, Madame Klein, qui font actuellement beaucoup de suivi gynécologique. C'est vrai que pour les femmes, des fois, c'est un peu bizarre, si elles ont plus de 50 ans, de leur proposer des sages-femmes, mais il suffit de leur dire qu'elles font aussi les rééducations pour les pertes urinaires d'efforts qu'on retrouve après 50 ans. Donc, après, on arrive à les convaincre. Bon, c'est vrai que c'est convaincre de faire le test qui est certainement le plus difficile, et on compte beaucoup sur vous. Bien sûr, ensuite, il faut prélever le prélèvement, informer la femme et lui dire que effectivement, on va transférer ces résultats que le CRCDC aura les résultats. Donc, je vous expliquerai exactement comment et on peut faire ça. Il faut compléter la demande d'analyse du prélèvement et informer la femme du résultat, bien sûr, et s'assurer, si on n'est pas un gynécologue, si on n'est pas un gynécologue colposcopiste, bah, que la femme sait où aller et qu'elle revient. Bon, nous-mêmes, on va faire aussi un suivi auprès de vous pour être sûr que ça a été fait, et on essaiera de vous aider à ne pas avoir de perdu de vue. Ensuite, donc, il y a les analystes qui sont bien sûr très importants pour le dépistage, puisque bien sûr, il faut soit les anatomo-cytopathologistes qui vont lire les cytologies et les biologistes qui vont faire les résultats. Et puis bon, le suivi, bien sûr, pour les ACP, c'est aussi les examens histologiques, les lièvements. Un préleveur et la femme, c'est ce qui est prévu dans le cahier des charges du dépistage organisé. Pour la femme, c'est vrai que des fois, les résultats des frottis cytologiques n'étaient pas donnés, en particulier quand ils étaient positifs, anormaux. L'INCa a prévu des courriers. Si ça vous intéresse, on peut vous envoyer les courriers qui permettent, disons, juste de dire ben, vous avez une anomalie à votre frottis, il faudrait consulter. Et puis donc les analystes, c'est eux qui vont nous transmettre les données informatisées pour qu'on puisse faire le recueil de données, savoir qui est effectivement dépisté et qui ne l'est pas, pour pouvoir envoyer les invitations. Alors le film, vous l'aurez après. La feuille de demande d'examen, donc là, c'est une feuille qui est tout à fait, disons, qui est un spécimen. Donc, mais simplement, on a distingué les femmes de moins de 30 ans, les femmes de plus de 30 ans, et on demande de cocher si on veut faire un frottis, normalement, aussi, ben, l'avoir l'HPV si c'est un ascus, et pareil pour le test HPV, la cytologie, si c'est positif pour pouvoir trier. Ici, donc, il faut mettre des données d'information, bien sûr, sur les coordonnées de la femme, et si c'est une invitée, on mettra l'étiquette qui figure sur l'invitation. La prise en charge, elle est à 100% pour les femmes qui sont invitées, mais on en parlera un peu après. Et donc là, les mentions légales que je vous ai réécrit en gros. Donc la femme doit être informée, c'est surtout important
pour les femmes, puisque en fait, on fait à la fois le recueil des données pour les femmes qui sont invitées, mais aussi celles qui ne sont pas invitées, qui donc ne savent pas forcément que nous, on va recevoir des résultats et qu'elles rentrent dans le programme de dépistage à partir du moment où elles font un test de dépistage. Et donc, il faut qu'elles reçoivent un dépliant, que je vous montrerai tout à l'heure, qui va vous être fourni normalement par les analystes, en même temps qu'ils vous fourniront le matériel de prélèvement. Et puis, donc, mais il peut très bien être donné par la secrétaire, ce n'est pas forcément vous. Et puis vous, que vous informiez, oui, on va transmettre ce résultat. Et dans le film que je vous ferai passer, M. Baldauf vous montre ce qu'il dit lui, et ça prend 59 secondes. Donc, vous voyez, ce n'est pas quelque chose d'impossible à faire. Pourquoi ça ne marche plus? Donc, les missions du CRCDC, c'est de faire les fichiers de la population cible à partir des données qui nous sont envoyées par les caisses d'assurance maladie, qui nous envoient la population et qui nous envoient aussi ce qu'ils ont remboursé en actes. Donc, on sait on envoie les invitations, on fait aussi le suivi, donc on vous a dit pour les positifs, pour que les femmes soient invitées ou non, et on vous informe, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc les invitations, c'est les lettres que vous allez recevoir comme ça, on invite par tranche d'âge, la prochaine fois qu'on va inviter, là c'est en septembre, et donc les étiquettes, elles sont à ce niveau-là, et s'il faut donc mettre l'étiquette comme ça, sur la grande, sur la fiche, et la petite sur le tube. Et voilà, donc ensuite, j'arrive plus à passer. Je suis coincée. Il faut que vous décliquiez là, il faut pas. Ouais, voilà. Non, mais voilà. En pratique pour les femmes, donc, la femme se rend chez le gynécologue, le médecin généraliste ou la sage-femme, donc de son choix, il n'y a pas qu'elle soit invitée ou non. Donc, c'est le préleveur qui va informer la femme. Il y a des affiches que je vais vous montrer pour l'information. Et puis ensuite, donc, le préleveur l'envoie donc chez le pathologiste ou le biologiste, et c'est lui qui va informer tout le monde, y compris nous. Et en cas de test positif, on va faire un suivi. Voilà donc le dépistage, c'est cette affiche qu'on vous invite à rechercher sur le site de l'INCa et que vous pouvez mettre en salle d'attente, et le dépliant, le voilà, c'est lui qui sera remis aux femmes et qui permet de leur expliquer l'avantage du dépistage et aussi de les prévenir encore une fois du fait qu'elles rentrent dans le programme, que leurs données sont informatisées. Ça, c'est les lois des RGPD. Donc, actuellement, donc, on en est actuellement à 4 départements qui ont déjà commencé en 2019. Ça faisait 60% de la population. On a rajouté l'Aube à partir du mois de juin. Et il reste pour cette année, donc à partir de novembre, on aura la Meurthe-et-Moselle, donc c'est un peu centrifuge. Et on aura encore après les 4 départements qui restent en début 2022, et on devrait être donc là sur tout le Grand Est. Voilà, c'est un défi pour notre région. Le dépistage a fait ses preuves, et avec le test HPV, on pourra un peu espacer les prélèvements, et c'est ce qu'on dit aux dames qui n'ont pas répondu à la première invitation. Souvent, elles sont dans la tranche d'âge à l'heure actuelle du dépistage par HPV, donc elles n'auront pas à le faire trop souvent. On pourrait arriver à diminuer la mortalité de 30%, et on espère beaucoup en votre collaboration. Bonjour à tous, je suis gynécologue obstétricien à Charleville-Mézières, et on m'a demandé de parler du retour d'expérience suite au déploiement dans les Ardennes du dépistage organisé du cancer du col de l'utérus. Alors, les chiffres sont les chiffres de 2019 que m'a fourni Jean Botekiki, et donc il s'agissait d'un tranche d'âge de 50 à 65 ans, puisqu'on a commencé par les dames les plus âgées qui vont sortir du dépistage pour ne pas qu'il y ait de perte de chance. 74% ont été invités, et le taux de participation est de 17,1%. Ce sont des femmes à adresse exacte, sans motif d'exclusion, non décédées.
Et donc, on a l'impression comme ça que c'est un chiffre qui est assez faible, mais cependant, je vous rappelle que les femmes qui ont été conviées, c'est les femmes qui n'ont pas eu de frottis depuis 3 ans. Et donc, c'est plutôt la partie de la population qui était réticente au dépistage. Donc, c'est quand même pas un trop mauvais chiffre. Donc, les tests cytologiques ont représenté 87% contre 12% pour les tests HPV d'emblée. Mais je vous rappelle que les recommandations pour les tests HPV ne datent que du 30 juillet 2020. Et donc, en 2019, il n'y avait pas de recommandation pour réaliser le dépistage par le test HPV. Suivante. Voilà, alors, voilà les résultats sur les tests cytologiques. Test non satisfaisant 1,2%, test non suspect 94,6%, test revenant ASCUS. Et je vous rappelle qu'ASCUS, c'est atypie de cellules malpighiennes de signification indéterminée. C'est-à-dire, en gros, peut-être bien cuit, peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être qu'il n'y a rien. Elle représente 2,1% des frottis, mais je vous rappelle quand même que dans une étude, je crois que chez nos amis de Strasbourg, 6 à 10% des ASCUS étaient au moins des lésions de CIN2. Donc ce n'est pas parce que c'est ASCUS qu'il n'y a rien. 0,07% étaient des ASCASH. ASCASH, c'est une lésion ne permettant pas d'exclure une lésion malpighienne intraépithéliale de haut grade. 1,5% étaient des LCIL, lésions malpighiennes intraépithéliales de bas grade, et 15 à 20% des LCIL sont au moins des lésions de type CIN2 et plus. Donc là aussi, LCIL, ce n'est pas nécessairement quelque chose de bénin. Il faudra passer par la colposcopie pour distinguer les lésions bénignes des lésions un peu plus sévères. 0,3% étaient des HCIL, 0,01% des cancers et 0,02% des atypies glandulaires. La suivante. Alors, depuis 2020, les tests HPV sont recommandés chez les femmes de plus de 30 ans parce que ce sont des tests plus sensibles, puisqu'ils sont basés sur la recherche de l'ADN viral et donc et de l'amplification de cet ADN. Et donc, quand il y a de l'HPV, on va le trouver. C'est plus sensible, mais c'est moins spécifique, car on peut être porteur de virus sans avoir de lésion. Ce qui justifie dans les tests HPV la cytologie réflexe. On isole une population de patientes plus à risque d'avoir une lésion et on recherche par la cytologie la présence ou l'absence de cette lésion. L'avantage du test HPV, c'est que le durée d'intervalle pour la surveillance est plus long, 5 ans au lieu de 3 ans. Mais ce n'est pas parce qu'on peut passer 5 ans d'un frottis à l'autre qu'il ne faut pas avoir d'examen gynécologique et mammaire pendant cet intervalle, puisque l'examen gynécologique et l'examen mammaire ne se limitent pas au frottis. La suivante. Donc, entre 25 et 30 ans, il est plutôt recommandé de faire un test cytologique. Pourquoi? Car je vous rappelle que 80% de la population française rentre en contact avec le virus HPV entre 20 et 25 ans. Et donc, à 25 ans ou 26 ans, on est très proche du pic de contamination. Et on va voir beaucoup trop de présence d'HPV puisque nos défenses immunitaires n'ont pas eu le temps d'éliminer encore ce virus. Et donc, si vous faites un frottis, une recherche d'HPV entre 25 et 30 ans, vous aurez beaucoup d'HPV positifs. Bien sûr, il ne faut pas faire de dépistage avant 25 ans parce qu'on est pendant le pic de contamination qui se déroule entre 20 et 25 ans en France et que pendant cette période, vous allez avoir non seulement la présence de virus HPV,
mais comme on l'a dit tout à l'heure, vous allez avoir des lésions qui peuvent être des lésions même sévères de type CIN3 qui vont disparaître spontanément. Et donc, tout traitement qui sera réalisé sera un traitement inutile pour la plupart du temps. Il m'est arrivé de recevoir comme ça des jeunes filles qui avaient eu un frottis avec des CIN3 que j'ai simplement surveillé par colposcopie et qui disparaissent. Donc, pas de dépistage avant 25 ans. Cependant, je vous propose avant 25 ans de faire un prélèvement tout de même pour dépister non pas l'HPV, mais le chlamydier qui est pourvoyeur de stérilité chez la fille. Et donc, n'hésitez pas à faire des prélèvements pour rechercher le chlamydier. Suivante. Voilà les recommandations en cas de test cytologique en dépistage primaire. Donc, en cas d'absence d'anomalie, donc ce test-là, il faut le faire entre 20, 25 et 29 ans. Absence d'anomalie, on refait un frottis cytologique 1 an plus tard. S'il est négatif, on part pour un intervalle de 3 ans et on fait un frottis tous les 3 ans. Et par contre, s'il est positif, s'il est positif, ça dépend de la positivité. Dans tous les autres cas, sauf l'ascus, il faut faire une colposcopie, que ce soit le L-SIL, l'ASCASH, le H-SIL ou même l'AGC, malgré les recommandations qui disent qu'on fait un test HPV. Je pense qu'il faut faire une colposcopie dans tous les autres cas. Seul le frottis revenant ascus mérite une vérification de la présence ou l'absence de virus. En cas de présence du virus, on fait une colposcopie. En cas d'absence de virus, on fait une cytologie 3 ans plus tard. Suivante. À partir de 30 ans, on propose plutôt un test HPV. S'il est négatif, on fait un deuxième test HPV 5 ans plus tard. S'il est positif, il faut faire une cytologie réflexe parce que ce n'est pas parce qu'il y a du virus qu'il y a des cellules anormales. En cas de cytologie normale, on refera un test HPV 1 an plus tard. En cas de cytologie anormale, il faut avoir recours à la colposcopie avec une biopsie. Suivante. Alors, le retour d'expérience depuis le début du dépistage organisé. Effectivement, le nombre de colposcopies a beaucoup augmenté en raison du test HPV, qui est plus sensible, malgré le fait qu'il y ait un test cytologique réflexe qui est supposé améliorer la spécificité et de sélectionner les patients qui ont des cellules anormales. Personnellement, je trouve que ce n'est pas le cas, puisqu'à partir du moment où le pathologiste sait qu'il y a un HPV, il va au moins trouver des cellules un peu ballonisées, des noyaux un peu plus gros, et va côté ascus, ce qui revient à faire réaliser une colposcopie. Il y a quand même beaucoup d'explications à donner, malgré le film qu'on va nous passer sur le consentement pour l'archivage des résultats par le CRDC, puisque il faut même avertir les patientes qui n'ont pas reçu de convocation et qui vont bénéficier d'un frottis habituel, puisque maintenant, tous les frottis de la région sont archivés au sein de l'organisme de dépistage régional et il faut donc prévenir toutes les patientes. C'est bien d'expliquer, mais ça fait perdre du temps, surtout qu'il y a des questions qui sont posées et donc un dialogue qui s'engage. Il faut aussi informer le centre de dépistage quand on a des tests positifs. C'est un plus puisque
Le CRDC va s'assurer du suivi en cas de perte de vue. Des patientes qu'on n'arrive pas à joindre et qui ont un CIN3 vont être recherchées par l'organisme de dépistage et en principe trouvées. Donc c'est bien, mais là aussi, ça nous oblige à remplir des papiers pour informer le CRDC du suivi. Autrement, les frottis se passent bien puisque la majorité des patientes, comme je vois personnellement, sont suivies et déjà connues par nous, et elles arrivent avec simplement, s'ils n'ont pas eu de frottis depuis 3 ans, leur convocation. Je trouve quand même qu'il y a un certain nombre de patientes qui n'ont pas eu de frottis depuis 3 ans et qui n'ont pas été convoquées, même dans la tranche d'âge concernée. Je ne suis pas certain que les fichiers fournis par la Sécurité sociale soient exhaustifs. Non, voilà. Du point de vue des patientes, pour la grande majorité, il n'y a pas de problème. De plus en plus, quand elles reçoivent leur convocation, même si elles sont suivies par un gynécologue et qu'elles ont des difficultés à avoir un rendez-vous assez rapide, elles consultent soit leur médecin traitant pour les médecins traitants qui réalisent des frottis et dissocient ainsi le dépistage du frottis de la visite gynécologique qu'elles tiennent à avoir quand même, ou alors elles vont voir les sages-femmes de ville, et là aussi, elles reviennent nous voir pour une visite gynécologique alors qu'elles ont eu leur frottis par les sages-femmes. Le test HPV est très bien perçu, mais nécessite des explications là encore, puisque c'est nouveau. On est quand même aidé dans les Ardennes, puisqu'il y a quelques années, nous avions réalisé l'étude START HPV, qui a consisté à faire une étude par la recherche d'HPV. Et mes patientes s'en souviennent, ils me disent « Ah, docteur, vous m'aviez déjà expliqué ça il y a quelques années où j'étais rentré dans l'étude START HPV. » Merci de votre attention avec une belle image de notre belle place ducale du XVIIe siècle à Charleville. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, je suis désolée, on est déjà en retard, hein, mais on a effectivement beaucoup de questions sur le dépistage. Alors, on va essayer malheureusement d'en sélectionner quelques-unes. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, on répondra à toutes les questions par écrit. Alors, faut-il commencer avant l'âge de 25 ans le dépistage par frottis chez une fille de mère porteuse d'un papillomavirus oncogène au moment de l'accouchement? Peut-être que je peux proposer aux intervenants de mettre leur caméra pour que ce soit plus agréable. Je ne sais pas comment on fait. Alors, bon, voilà. Très bien, Marielle. Je redis la question, c'est bon? Oui. Non, mais à mon avis, le portage d'HPV par la mère ne contamine pas la fille au niveau vaginal. C'est plutôt des problèmes, ça se passe c'est la papillomatose laryngée du nouveau-né avec une contamination surtout lors de condylomes très florides et très, très importants. Mais je pense pas qu'il y ait des contaminations que je sache. Il n'y a pas de contamination vaginale de la fille qui naît d'une mère porteuse HPV, à ma connaissance. Donc, je ne pense pas que ça doit changer les choses. D'accord. Encore une fois, si on recherche l'HPV entre 20 et 25 ans, on va en trouver plein. Il faut donner le temps à la nature, enfin à nos défenses immunitaires, de se mettre en route et d'éliminer ce virus. Dans 90% des cas, les gens qui ont été contaminés entre 20 et 25 ans vont éliminer par leur défense immunitaire propre ce virus et il n'y en aura pas après. Alors, et curieusement, quand on suit des patients qui ont, par exemple, une baisse des défenses immunitaires, soit à cause de greffe, soit à cause d'une chimiothérapie pour un cancer, on voit réapparaître ces virus qu'elles n'avaient pas avant. Vous voyez, ils restent quiescents, inactifs et peuvent réapparaître au cours de la vie en fonction des aléas de la vie. D'accord, merci docteur Merab. On a une question sur les âges de frottis. Donc si on regarde la conduite à tenir en matière de dépistage, on fait un frottis à 25 ans, le deuxième à 26, le troisième à 29.
Alors, qu'en est-il pour le suivant? Est-ce que c'est à 30, moi, je fais 3 ans à plus tard, 32, à 34? 3 ans plus tard, je fais à 32 un HPV. Et alors, si on regarde lors d'une consultation gynécologique annuelle de prévention, donc voilà, elle vient tous les ans, c'est une jeune femme de plus de 30 ans qui a un suivi régulier. Est-ce qu'on doit proposer systématiquement un premier prélèvement typage HPV, même si le précédent frottis a moins de 3 ans? Je pense que ça n'a pas beaucoup d'importance. Le typage par HPV est plus sensible, c'est-à-dire qu'il va sélectionner une population à risque bien mieux qu'avec le frottis cytologique. Il y a des erreurs sur les frottis cytologiques, il faut des anapathes entraînés et on peut ne pas voir certaines choses. Alors que la présence de virus va être pratiquement toujours détectée quand on va la rechercher. Donc ça permet d'isoler une population et de savoir que cette patiente qui est porteuse encore de l'HPV doit être mieux surveillée. Voilà. Et alors, est-ce que vous pouvez juste faire une explication par rapport aux femmes enceintes? À quel moment de la grossesse est-ce mieux de faire un test de dépistage? Est-ce que c'est toujours en postpartum comme c'est Non. Écoutez, il y a des femmes, moi j'ai vu des cancers du col chez des femmes qui sont venues accoucher plusieurs fois et qui n'ont jamais eu de frottis. Elles ne reviennent pas après l'accouchement. C'est une population qui ne se fait pas suivre. Il faut profiter du fait qu'elle soit enceinte à la première consultation de grossesse pour lui faire un frottis. Sinon, on ne les aura pas nécessairement dans le postpartum. Et j'ai vu plusieurs fois des cancers chez des femmes qui ont accouché 4, 5, 6 fois et qui n'ont jamais eu de frottis pendant leur grossesse. Elles ne sont jamais revenues après. Voilà, donc faites des frottis pendant la grossesse chez ces patientes parce que sinon, c'est l'occasion idéale pour leur faire le frottis. Parfait. Docteur Fender, est-ce que vous attendez un rôle particulier des centres d'examen de santé dans la prévention? Est-ce qu'il y a des partenariats possibles à mettre en place? De toute façon, les centres d'examen de santé souvent voient quand même des femmes qui sont un peu plus éloignées du soin en général, c'est-à-dire que ce sont souvent des femmes en situation plus précaire. Donc souvent, l'intérêt, c'est déjà les femmes qui sont habituellement là, c'est de leur proposer le dépistage en fonction de leur âge, si c'est possible. Et effectivement, souvent, il y a un laboratoire sur place ou un laboratoire avec qui on travaille, et donc on peut faire ça. Et effectivement, on peut prévoir peut-être d'informer le personnel ou les médecins sur place, ils sont un peu moins au courant de comment se passe le dépistage et quelles sont les mesures pour rentrer dans le programme, disons. Très bien, alors il reste quelques questions. Je pense qu'on va terminer par des réponses à l'écrit en cumulant plusieurs questions qui ont la même réponse. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. En tout cas, on tenait à vous remercier d'être tous présents ce soir. On est ravis d'avoir pu mener ce webinaire. Pardonnez-nous pour les problèmes techniques. Je vais peut-être remettre juste ma caméra pour la fin. Voilà. Pardonnez-nous pour les problèmes techniques. Hein. C'était notre premier webinaire. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous en repartez avec des nouvelles informations et que ça vous a apporté quelque chose. On tient à remercier de façon très importante les 4 intervenants, hein, donc professeur Christine Clavel, Madame Narges Klein, docteur Muriel Fender et docteur Émile Mereb. Merci beaucoup pour le temps que vous avez pris à nous présenter vos documents. Donc, comme on vous le disait au tout début, les présentations vous êtes envoyées en format PDF, donc vous pourrez les revoir. Le webinaire a normalement été enregistré et on pourra le mettre en ligne. Donc, vous pourrez retrouver aussi d'autres informations sur notre site internet, hein, www.dépistagecancer-du6ge.fr.
N'hésitez pas, si vous avez des questions, à contacter les médecins responsables des sites de votre département. Vous trouvez tous les numéros de téléphone et mail sur notre site internet, hein, pareil. Donc, n'hésitez pas, ils sont là pour vous, pour répondre à vos questions. Et puis, je crois que j'ai tout dit. On vous remercie beaucoup, encore une fois, d'être présent et on espère vous revoir bientôt pour un futur webinaire. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir.